matin, c'est un webinaire. Un webinaire, ça veut dire quoi? C'est qu'en 1 heure et demie maximum, on va survoler un sujet. Ça veut dire, je vous garantis, vous allez rester sur votre faim. Donc, ce matin, c'est une introduction, c'est un condensé. Puis si vous voulez en savoir plus, ça nous fera plaisir d'acheminer les coordonnées aux experts que vous allez voir ce matin et ils vont pouvoir répondre à vos questions aussi. De plus, la présentation de ce matin va être disponible dans quelques semaines sur notre chaîne Facebook et YouTube. Donc, et vous aurez aussi l'occasion de mettre des commentaires dans ces deux chaînes-là de médias sociaux. Pourquoi on parle d'assurance en OBNL, puis pourquoi, pour moi, c'était super important d'aller chercher un partenariat de ce côté-là? Bien, parce que, premièrement, c'est pour plusieurs éléments, être bien assuré, c'est une obligation. Ne serait-ce que la responsabilité des administrateurs, puis on va pouvoir en parler plus grandement. L'autre élément aussi, c'est qu'on doit incorporer des assurances dans les éléments de gestion de risque qui sont la première responsabilité du conseil d'administration, qui, très souvent, ce n'est pas nécessairement bien fait, puis ce n'est pas nécessairement compris non plus. Je remarque aussi depuis plusieurs années que la ligne assurance dans les états financiers, c'est une dépense qui est mal comprise, qu'on ne revise pas assez souvent. Puis, il ne faut pas se le cacher, dans les enjeux d'attraction du talent, d'avoir des assurances collectives, ça fait partie des éléments de succès. Donc, ce matin, on va regarder 4 sujets: les assurances responsabilité administrateur, les assurances collectives, les assurances pour les biens, les installations et les véhicules, puis les assurances de responsabilité civile. J'ai la chance ce matin d'avoir pas 1, pas 2, 5 personnes avec moi pour parler chacun de ces sujets-là. Je vais laisser les gens se présenter à fur et à mesure qu'ils vont arriver. Ils ont déjà leur petit ordre, ils savent déjà où ils s'en vont. Je vais commencer avec José Lévesque. José, je vais retirer mon partage d'écran pour que tu puisses installer le tien. Oui, absolument. Je fais ça à l'instant. En fait, Stéphane, je vais juste me permettre... Avant que José débute, je veux juste prendre la parole quelques instants. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes Lucie Del Parizeau. On est venu à 5 aujourd'hui pour vous parler de différents sujets. Pourquoi nous sommes 5? C'est parce que nous avons chacun nos champs d'expertise. On ne peut pas se dire spécialiste dans tout. Donc, les personnes qui sont avec nous aujourd'hui sont vraiment spécialisées dans chacun leur domaine. Je vais les laisser se présenter. Pour ma part, je suis la personne responsable du partenariat avec Espace OBNL. Donc, on va avoir à se côtoyer régulièrement. Donc, ça nous fait très plaisir. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et on va vous parler de plein de choses. C'est sûr que ça va aller vite parce qu'on a tellement de choses à dire, mais si toutefois vous avez des questions par la suite ou quoi que ce soit, sachez qu'on sera toujours disposé à être là avec vous. Donc, je laisse la parole à Josée. Je me tais. Non, c'était une très bonne intervention, Claudie, effectivement. Alors, mon nom, c'est Josée Lévesque. Je suis la directrice principale pour le département d'assurance professionnelle qui inclut en fait l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. En fait, c'est ma collègue Geneviève Boivin qui va vous livrer la présentation. Évidemment, vous pourrez poser vos questions dans la boîte de discussion puis dans les questions-réponses. On va les répondre complètement à la fin de toutes les présentations. Et évidemment, comme Stéphane expliquait, si on manque de temps ou peu importe, on aura la chance de pouvoir vous répondre via courriel ou d'une autre façon. Alors, je laisse la parole à Geneviève Boivin, qui est courtier en assurance de dommages spécialisée en assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. Vas-y, Geneviève. Bonjour tout le monde, je m'appelle Geneviève Boivin. Aujourd'hui, dans la présentation concernant les assurances dirigeants administrateurs, on va vous parler des conseils d'administration, les litiges poursuites, l'indemnisation, les responsabilités statutaires, comment bien se protéger et pour finaliser, on va parler de l'assurance des administrateurs et dirigeants. Chaque organisme à but non lucratif ont un conseil d'administration que ceux-ci siègent des administrateurs et dirigeants. Chaque administrateur et dirigeant ont comme but premier un bon fonctionnement de l'organisme et aussi de l'administration. En premier lieu, ils doivent fournir un service aux membres et à la clientèle, l'administration générale, la gestion des fonds des investissements, la gestion et la sécurité des employés, le marketing et également la formation. Et ceci tout en respectant les lois et les règlements de l'organisme à but non lucratif, en évitant les conflits d'intérêts, en prenant des décisions renseignées et réfléchies, en étant présent aux réunions
en agissant en tant que bon père et mère de famille. Mais malheureusement, avec tous les efforts que les administrateurs et dirigeants, ça n'empêche pas qu'ils peuvent quand même recevoir des poursuites. Les poursuites peuvent venir des membres, les membres des CA, les employés, les investisseurs donateurs, les compétiteurs, les clients, les institutions financières, les partenaires d'affaires, les fournisseurs et les gouvernements. Et ce n'est pas à cause qu'on reçoit une poursuite qu'on a fait quelque chose de mal, mais il faut quand même que vous vous défendez. Mais je vais vous donner quelques exemples de poursuites. Ça peut être des poursuites liées à la fraude ou tout autre acte criminel, des congédiements injustifiés ou d'harcèlement de la part d'un employé, des mauvaises représentations des membres, le vol de propriété intellectuelle, la mauvaise gestion, conduite contraire à l'éthique, de la fausse déclaration, le manquement dans son rôle de fiduciaire. En absence de cette assurance responsabilité administrateur et dirigeant, normalement, l'organisme va indemniser ses administrateurs, mais vont quand même prendre la défense et payer les indemnités eux-mêmes, même si l'organisme, qui est la personne morale, n'existe plus. Qu'est-ce qui advienne si l'organisme ne peut pas prendre la défense des administrateurs et dirigeants, ce que ça peut être soit en cas de faillite ou d'insuffisance de fonds? Malheureusement, les administrateurs et dirigeants vont devoir prendre leur défense eux-mêmes et quand sont... Excusez-moi. Ils devront prendre leur défense eux-mêmes car il est important de comprendre que les administrateurs et dirigeants demeurent personnellement responsables des obligations statutaires. Qu'est-ce qu'on entend par obligation statutaire? Ça peut être une omission de verser des salaires aux employés, 6 mois de salaire jusqu'à 12 mois de vacances de paie. La loi sur la taxe de vente des détails, exemple, omettre de verser la TVQ. La loi sur la protection de l'environnement, qui est omettre de ne pas prendre les moyens raisonnables pour prévenir l'administration de pollution. La loi sur la faillite ou l'insolvabilité. La dissimulation et la destruction de documents relatifs aux biens de failli ou faire une fausse inscription ou commettre une omission importante d'un état d'un compte. La loi sur la concurrence, participation à des prix d'éviction, des complots, de la collusion de soumissionnaires, de la publicité mensongère, le télémarketing trompeur. La loi sur la santé et sécurité du travail, ne pas fournir un environnement sécuritaire aux employés et aux bénévoles. Alors, ça veut dire que les administrateurs et dirigeants vont devoir prendre l'argent dans leur propre compte bancaire, leur économie et leur actif personnel pour arriver à se défendre. Alors, comment bien se protéger? Tout d'abord, il faut être conscient de la responsabilité, avoir une saine gestion de risque, ou évidemment, on peut transférer en produit d'assurance, c'est-à-dire l'assurance des administrateurs et des dirigeants. Ce type d'assurance est résumé en 3 volets. Ça peut être le premier volet qui est une obligation d'indemniser de l'organisme, c'est-à-dire qu'on va payer au nom de l'organisme tout montant pour indemniser un administrateur et dirigeant. Le deuxième volet, ça peut être payé au nom de la société, payé au nom de l'organisme également encore, le montant que celui est tenu à payer. Et le troisième volet, le plus important, c'est celui d'indemniser ceux que l'organisme ne peut pas indemniser, comme on vient de parler, les obligations statutaires personnelles. Voici des raisons pour acheter une assurance d'administrateur et dirigeant. Première raison, c'est protéger les actifs de l'organisme, relativiser le coût de la prime versus le sinistre. Une dépense de frais de défense pourrait influencer la rentabilité et impacter les opportunités à venir. Traiter avec des poursuites pour éloigner les assurés à leur opération quotidienne. Perdre des occasions, ça peut amener à des membres mécontents. Perte de productivité. Répercussions négatives sur le moral et sur la réputation. Protéger les actifs des investisseurs donateurs ou ceux qui ont un intérêt dans l'organisme. Pour payer les frais de défense, même pour les poursuites frivoles. Accès à des experts et pour attirer et même conserver des administrateurs de qualité. En résumé, ne mettez pas votre patrimoine personnel en jeu. Protégez-vous avec une police d'assurance administrateur et dirigeant. Aucun administrateur et dirigeant ne devrait se permettre de ne pas en avoir. Fait que c'est ça. On a terminé notre côté. Merci Geneviève. Je serais curieux d'avoir le palmarès des poursuites au Québec. Parce que c'est un sujet qui revient
c'est un sujet qui vient relativement récemment, pas récemment, mais souvent, parce qu'on s'entend que les administrateurs, dans bien des cas, ne sont pas au courant de leurs responsabilités et de leurs risques. Puis on se demande, tu sais, ce que j'ai documenté à date, c'est de dire que les risques les plus communs, c'est de la fraude ou de la malversation, mais à quel point il y a des poursuites. J'ai croisé des administrateurs qui ont été poursuivis pour des absences de paiement de déduction à la source et de taxes, là. Même connu des gens assez proches, là, mais pour les autres litiges, je suis curieux de voir combien vraiment ont reçu des poursuites. Je peux répondre maintenant, Stéphane, ou tu préfères? Oui, parce que je vais mettre mon grain de sel parce que je sais qu'il y a des choses que les gens se posent comme question. OK, parfait. Bien, c'est une bonne question et souvent, on n'a pas toujours les vrais chiffres parce qu'évidemment, contrairement à une compagnie publique qui doit dévoiler de façon publique tout ce qui se passe, évidemment, tout ce qui est société privée, OBNL, n'ont pas nécessairement le mandat d'aviser qui que ce soit. Évidemment, ce n'est pas tous les organismes à but non lucratif qui ont une police d'assurance. Alors, même les assureurs ne peuvent pas, même leur chiffre n'est pas vraiment très démonstratif parce qu'évidemment, ça n'inclut pas tous les organismes à but non lucratif au Québec. Par contre, il y en a quand même fréquemment. Et ce qu'on voit le plus, par contre, évidemment, tu as nommé des allégations de fraude. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont commis la fraude, mais il faut quand même se défendre. Les réclamations qu'on voit le plus, c'est vraiment au niveau des congédiements injustifiés. Aussitôt qu'il y a un organisme à but non lucratif qui est des employés, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on voit le plus de réclamations. Fait qu'on voit beaucoup ce genre de choses-là. On voit aussi beaucoup, souvent, on va utiliser les subventions ou les donations qu'on reçoit, mais pas nécessairement pour les fins qu'on avait représentées qu'ils seraient utilisés. Ou souvent, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est de dire, ben, regardez, j'ai reçu un 20 000 pour un tel événement, c'est juste dans 6 mois qu'on aurait besoin de 20 000 pour d'autres choses entre-temps. Alors, on va l'utiliser, puis tout d'un coup, 8 mois arrivent plus tard, puis il n'y a plus d'argent. Et le donateur, évidemment, n'est pas content. Fait qu'on va voir ce genre de choses-là. Évidemment, tout ce qui touche les fameux paiements statutaires, alors les retenues à la source, toutes ces choses-là. Et comme Geneviève expliquait, ces montants statutaires-là, les administrateurs et dirigeants en demeurent personnellement responsables. Oui, ça, c'est la grosse nuance. C'est la grosse nuance. Fait que si l'organisme à but non lucratif ne peut pas indemniser son administrateur vu qu'il a fait faillite ou qu'il n'a pas assez d'argent, l'administrateur doit se défendre lui-même. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que c'est un peu, en gros, ce qu'on voit en termes de réclamations les plus fréquentes. Excellent. Mario, j'imagine que, étant le prochain, tu vas nous parler d'assurance collective. Oui. Eh bien, écoute, j'ai une statistique juste pour t'introduire dans notre étude sur la rémunération des administrateurs. Je ne sais pas si on t'avait transmis la donnée qu'on a. Sur 847 OBNL, il y en a seulement 44 qui ont une couverture qui ont une couverture de régime collectif. Oui. Donc, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas couverts dans ce secteur-là par leur employeur, mais plus par le régime public. Je vais te laisser aller là-dessus. Oui, c'est bon. Donc, je vais partager mon écran, mais c'est une statistique là, qui est tout à fait, je pense qui n'est pas étonnante, là. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'entreprises, même en dehors des organismes, là, qui n'ont pas d'assurance collective, là. Donc, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez bien mon écran? J'entends plus personne. Oui, Mario, c'est bon. OK, excusez-moi. Donc, c'est bon, merci beaucoup. Alors, moi, c'est Mario Dion. Je suis directeur au développement des affaires chez Lucie Del Parizeau en assurance collective. Donc, je travaille exclusivement dans ce secteur-là. J'aimerais dire que j'ai un très jeune âge. Malheureusement, ça fait près de 30 ans que je travaille en assurance collective. Alors, ça vous donne une idée de l'âge que j'ai. Dans ma présentation, en fait, je vais vous présenter qu'est-ce que l'assurance collective ou aussi pourquoi on doit considérer ce produit-là, les services conseils que l'on peut rendre aux organismes qui décident d'aller de l'avant, ainsi que les avantages là, chez Lucie Del Parizeau pour l'assurance collective. En introduction, peut-être juste mettre l'accent sur, en fait, l'importance de Lucie Del Parizeau en assurance collective au Québec. On a 1000 contrats, un peu plus de 1000 contrats d'assurance collective comme clients chez nous.
On a aussi des ententes avec 88 groupes, ordres, associations de professionnels. Plus de 300 millions en prêts manuels en assurance collective. Et notre équipe est multidisciplinaire. Donc, on a dans notre équipe des actuaires, des avocats, des planificateurs financiers, des conseillers spécialisés, des courtiers, une équipe de services en place là, pour offrir vraiment un service personnalisé, faisant en sorte que notre clientèle est très bien desservie là-dessus dans tous les sens du terme. Et aussi, on a une très grande expertise là, dans le développement de plusieurs regroupements et organismes. L'assurance collective, pourquoi? Bien, Stéphane, je l'ai vu dans ton introduction. En fait, c'est un élément important là, de la rémunération globale, attirer les meilleurs talents. On le sait tous que c'est extrêmement difficile en dotation de personnel, peu importe le secteur d'activité dans lequel on œuvre. Donc, on veut attirer les meilleurs talents. S'ils sont ailleurs, ils ont probablement accès à des avantages sociaux. Alors, ça fait vraiment partie, comme je mentionnais, de la rémunération globale. Donc, ça va au-delà des salaires que l'on peut offrir. Aussi, permettre à l'organisme d'être reconnu comme un employeur de choix qui prend soin de son personnel. C'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Permet de fidéliser les employés. Alors, lorsqu'on offre un programme d'assurance dans l'organisme, l'employé peut y penser 2 fois avant de quitter. Alors, ça fait partie des avantages qu'il considère. Et aussi, ça peut aider à augmenter le sentiment d'appartenance. Donc, je pense que ça revient toujours un peu à la même chose. Donc, l'organisme prend soin de ses employés. Les employés reconnaissent ce volet-là. Ils lui accordent aussi une importance et ce n'est pas quelque chose qu'il veut se départir. Qu'est-ce que l'assurance collective? Alors, ici, en fait, je résume un peu là, dans 3 thèmes, qu'est-ce que ça peut être. Dans la colonne de droite, donc les garanties offertes. Ceux qui ont de l'assurance collective reconnaissent bien ces garanties-là. Tout régime d'assurance collective doit inclure une protection d'assurance médicaments. Donc, quand on met en place un régime d'assurance collective, les employés se désengagent du gouvernement, donc ne sont plus couverts dans le régime gouvernemental et deviennent couverts dans le régime d'assurance collective. C'est une obligation d'inclure les médicaments dans le programme, mais également, ça l'amène une obligation de l'employé de faire partie du régime d'assurance collective. Ce n'est pas un choix qu'il a. Donc, lorsque le régime est mis en place, il y a une obligation d'adhésion. La garantie que je considérerais la plus importante, donc oui, les médicaments, on n'a pas le choix, c'est ce que l'on va réclamer le plus, mais l'assurance invalidité, donc indemniser le salaire en cas de maladie ou accident, si la personne ne détient pas, comme beaucoup de gens, une protection d'assurance invalidité individuelle, c'est une protection qui est extrêmement importante. Si on a un accident de travail, la CNESST va nous indemniser tant qu'on est en absence de travail, qu'on répond à la définition d'invalidité. Par contre, si la maladie ou l'accident a eu lieu à l'extérieur du travail et ce n'est pas un accident d'auto, alors en fait, il ne reste plus grand-chose comme indemnisation pour l'employé. En fait, il va avoir son 15 semaines d'assurance emploi maladie et s'il ne peut pas revenir au travail après ce 15 semaines-là, mais il se retrouve dépourvu, il va rester l'aide sociale, tout ça. Donc, on vient vraiment fragiliser la sécurité financière de notre employé qui peut-être pourrait revenir dans 1 an, mais dans cette situation-là, sans assurance invalidité, c'est problématique. Donc, en soi, le régime d'assurance collective permet d'aller chercher cette protection-là pour tous nos employés, puis ça l'assure une garantie invalidité là, qui pourrait aller jusqu'à l'âge de 65 ans si l'invalidité se poursuit. Une autre garantie importante qu'on retrouve, l'assurance voyage. Donc, lorsqu'on voyage et qu'on a un accident ou une maladie à l'étranger, ça peut coûter très cher. Il y a des produits d'assurance voyage individuels. Ces produits-là peuvent être assez dispendieux selon l'âge que l'on a ou selon nos conditions de santé. Alors, l'assurance collective, elle, c'est automatiquement inclus. J'ai ce programme-là dans mon régime. Alors, je vais à l'étranger, j'ai une protection pour mon voyage. Et bien entendu, les autres protections traditionnelles que l'on va retrouver, de l'assurance vie, décès, mutilation accidentelle, maladies graves, les soins dentaires, des comptes de gestion santé,
Télémédecine, donc, il est possible d'intégrer dans les régimes d'assurance collective la télémédecine. Je pense que les gens doivent être de plus en plus familiers avec ce produit-là. On en a parlé beaucoup pendant la pandémie. Alors, ça permet d'avoir une consultation médicale via soit Internet ou notre téléphone intelligent et sans avoir à se déplacer, sans rencontrer physiquement un médecin. Et dans les faits, 80% des consultations médicales peuvent être traitées via la télémédecine. C'est quand même beaucoup. Un bel outil là, pour désengorger là, nos hôpitaux et nos cliniques. Aussi, programme d'aide aux employés, possible d'intégrer dans un régime d'assurance collective ou ça peut être aussi en parallèle. Mais bon, comme le nom le dit, c'est le programme d'aide pour nos employés qui peuvent vivre des détresses et qui puissent être pris en charge là, en prévention ou pour vraiment traiter les dossiers, puis possiblement éviter de retrouver l'employé en invalidité. Dans la colonne de gauche, en fait, on parle des types de régimes. Donc, les régimes dits traditionnels qui vont être offerts, c'est en fait tous les employés sont couverts pour le même régime. Ou encore, on donne certaines classes dans notre régime d'assurance collective, les cadres versus les employés avec des garanties distinctes, mais un employé qui fait partie d'une classe a toutes les mêmes garanties que la personne qu'une autre personne qui a le même statut dans l'organisme. Si un organisme, il y a plus de 25 employés couverts dans le régime d'assurance collective, il est possible de mettre en place un régime modulaire. L'avantage d'un régime modulaire, en fait, on offre 3 modules. Donc, chaque employé va choisir le module qui correspond le mieux aux protections qu'il désire ou encore selon sa capacité de payer. Donc, chaque personne a sa propre réalité. Alors, ça permet de personnaliser sensiblement le programme à des besoins individuels. Bien entendu, c'est disponible dans des groupes là, un petit peu plus volumineux. Nous, chez Lucide Elberzo, il est possible à partir de 25 employés de mettre en place ce genre de régime-là. L'autre élément, c'est le mode de financement des régimes. Donc, sur le marché, on va trouver plusieurs types de régimes. La majorité des régimes sont assurés, c'est-à-dire il y a une prime qui est définie et c'est le coût qui va être chargé à l'organisme et avec un partage là, de primes avec ses employés. Et s'il y a des réclamations plus grandes selon le niveau de réclamation, il y a des renouvellements qui vont se faire annuellement, mais le programme en soi est assuré. S'il y a une réclamation extraordinaire qui survient, bien, ça ne sera pas nécessairement facturé à l'organisme. Il existe d'autres types de régimes, normalement dans des plus grosses entreprises, donc 100, 150, 200 employés et plus, qui peuvent être auto-assurés. On enlève la portion prime d'assurance que l'assureur pourrait charger, qui représente 1 ou 2 de la prime, mais le risque est entièrement assumé par l'organisme. Alors, si on a une personne qui réclame beaucoup, bien, dans les faits, la facture va être transmise à l'organisme. L'assureur assume seulement un rôle là, d'administrateur des prestations et n'assume pas de risque. Donc, c'est plus risqué. Ça permet de sauver un peu de frais. Toutefois, on va recommander ce genre de régime-là plus à de très gros groupes qui sont en mesure d'assumer ce risque-là à la place de l'assureur. Finalement, troisième mode de financement, on parle de rétention. Qu'est-ce que c'est une rétention? Bien, c'est la participation au surplus déficit. C'est un petit peu comme un régime auto-assuré. Donc, il y a une prime qui est chargée au groupe et à la fin de l'année, s'il y a eu un surplus, il peut être partagé entre l'assureur et l'organisme. S'il y a eu un déficit, de la même façon, il est partagé de part et d'autre pour permettre la rentabilité à long terme du programme. L'assurance collective, les particularités qu'on va retrouver, je l'ai mentionné tantôt, lorsqu'on met en place un régime d'assurance collective, tous les employés qui y sont admissibles ont l'obligation d'y adhérer. Alors, il y a possibilité de s'exempter des garanties maladie, soins dentaires si on est couvert dans un autre régime privé. Toutefois, l'assurance vie-salaire est obligatoire dans le régime. L'assurance médicaments doit obligatoirement faire partie du programme. Ce n'est pas un choix non plus. Dès l'instant qu'on a mis en place un régime collectif, les médicaments doivent être couverts. Les gens ne peuvent plus s'assurer auprès du gouvernement. Un bon avantage des programmes, c'est il n'y a pas de preuve d'assurabilité à fournir. Tous les employés sont automatiquement couverts dans le programme.
À partir d'un certain niveau de protection en assurance vie ou en assurance salaire, l'assureur pourrait demander des preuves d'assurabilité pour des montants beaucoup plus élevés, mais à la base, il y a des montants sans preuve d'assurabilité qui sont prévus et qui permettent d'assurer tout le monde. Donc, c'est un bon avantage à ce niveau-là. Et aussi, point important, il y a une participation financière qui est requise de l'employeur. Alors, le programme ne pourrait pas être assumé à 100% par les employés. On peut en retrouver sur le marché à l'occasion. Ce n'est pas du tout recommandé. Alors, on demande toujours la participation financière de l'employeur, idéalement 50% de la prime qui va être défrayée à ce moment-là. À titre d'exemple, un programme d'assurance collective va coûter à peu près entre 2 000, 2 500, 3 000 par employé et le montant de la prime est réparti entre l'employeur et les employés. Advenant qu'il n'est pas possible, donc on voudrait bien mettre en place un régime collectif, on voit qu'il y en a plusieurs qui n'en ont pas. Si l'employeur n'a pas le désir de participer financièrement au régime, il n'en mettra pas en place. Ou si la majorité des employés ou le fait qu'il y a beaucoup d'employés qui ne veulent pas adhérer au programme fait en sorte que le programme n'est pas émis, est-ce qu'on se retrouve dans l'impossibilité d'assurer toutes sortes de protections? Il y a des alternatives qui existent sur le marché, notamment il y a différents produits d'assurance individuelle. J'ai Martin Hébert, qui est notre directeur chez LDP du côté de l'assurance individuelle, qui pourrait vous en parler davantage que moi. Je ne sais pas, Martin, si tu peux prendre le micro pour 2-3 minutes. Mon micro est ouvert. Oui, merci bon. Mario. Justement, l'assurance individuelle, au fond, ça se trouve être complémentaire à l'assurance collective pour les raisons que Mario peut avoir données ultérieurement et aussi pourquoi M. Parent a mentionné, je pense qu'il y avait 43% des organismes qui avaient de l'assurance collective. Parfois, ça peut arriver que les gens disent « Oh, mais ça coûte cher ». Bon, fait que notre alternative qu'on propose dans ces cas-là, dans l'équipe de partenariat avec l'équipe à Mario, c'est que les employés, maintenant, ils n'ont plus l'obligation d'y adhérer. Donc, l'assurance médicaments n'est plus obligatoire. Donc, les gens se retrouvent avec la RAMQ individuellement. Donc, ça ne fait pas partie de leur programme. Donc, point numéro 2, donc l'assurance médicaments, comme j'ai dit. Et les preuves sont individuelles. Donc, chaque personne doit passer des preuves individuellement. Donc, est-ce que la personne d'à côté est moins santé que l'autre? Chaque personne va avoir sa certification. Par contre, aujourd'hui, en 2021, on a 15 assureurs. On a accès à tous les assureurs du marché. On n'a pas d'exception, vu qu'on est un cabinet quand même d'ampleur dans cette ligne d'affaires-là. Donc, il y a toujours un moyen de trouver un produit qui pourrait correspondre aux besoins de chacun. Et fait que la personne pourrait décider, moi, je veux juste des maladies complémentaires. Moi, je veux juste une assurance vie. Moi, je veux juste une assurance invalidité. Fait que tout peut se faire sans problème. Par contre, je répète souvent la même chose et Mario l'a mentionné au départ. Le produit, selon moi, le plus important que les employés ou la directrice, le directeur général doit avoir, selon moi, c'est au moins une assurance invalidité. Maintenant, est-ce que l'assurance invalidité doit être payée 100% par l'employé, moitié employeur ou juste par l'employeur? Toutes ces possibilités-là sont disponibles. Donc, je repasse la parole à Mario. Oui. Puis peut-être juste aussi un point, là, malgré le fait qu'on met en place un régime d'assurance individuelle, l'employeur pourrait cotiser au programme, comme tu l'as mentionné, là, pour l'invalidité, dépendamment. Là. Alors, ça offre cette possibilité-là. Alors, je pense que pour un organisme, si elle est dans l'impossibilité, pour toutes sortes de raisons, de mettre en place un régime collectif, l'assurance individuelle devient quand même très importante. Rendre accessible aux employés une protection invalidité, là, c'est un must. Oui, puis aussi, les produits individuels sont portables. Donc, oui, c'est ça. Puis au fond, ça permet aussi aux gens d'offrir quelque chose. C'est les gens qui cognent à la porte pour pouvoir devenir un employé, ils ont un programme quand même d'assurance individuelle. C'est un programme en soi, sauf qu'il y a individuellement l'individu. Et tu as tout à fait raison. Après, si par hasard l'employé quitterait l'OSBL, il garde toujours sa police avec lui. Excellent. Merci beaucoup, Martin. Là, je sais que j'étais quand même limité dans le temps. Je suis toujours correct, Stéphane? On va faire vite, Mario. Je sais qu'il doit avoir Oui, parfait. Je vais passer rapidement. En fait, c'est quoi les services conseils qu'on va rendre? Nous, bien entendu, comme Martin mentionnait, on a accès à tous les assureurs. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est d'identifier c'est quel le meilleur assureur
pour l'organisme avec lequel on va travailler. On va travailler beaucoup aussi au niveau de la communication auprès des employés, donc pour s'assurer de la compréhension du programme et en bout de ligne, la satisfaction des employés envers ce programme-là parce qu'ils vont bien le comprendre. On est là pour négocier les conditions de renouvellement. Donc, l'assurance collective se renouvelle annuellement et nous, on doit négocier auprès des assureurs, s'assurer que vous avez toujours le meilleur rapport qualité-prix du programme qui est offert. Mettre en place des mesures de contrôle de coûts. Le niveau de réclamation va impacter les coûts du régime. Alors, c'est de bien sensibiliser les gens par communication, par diverses initiatives à mettre en place pour maintenir des coûts qui sont toujours intéressants. Je parlais tantôt régime traditionnel, flexible, donc identifier quel est le meilleur programme pour les employés selon les objectifs de l'organisme et la réalité des employés également. On est là pour la gestion des invalidités toute l'année, donc on est présent tout au long de l'année dans votre dossier pour s'assurer de l'administration et que les prestations sont traitées adéquatement. Et en continu, on va évaluer la compétitivité du régime. Compétitivité, ce n'est pas seulement au niveau des coûts, mais également au niveau du programme offert, que celui-ci est toujours d'actualité. Et encore une fois, avec des coûts qui sont compétitifs. Et finalement, bien ça, c'est ma dernière diapositive. En fait, c'est quoi les avantages de faire affaire avec Lucide et Parizeau? On a un pouvoir de négociation accru compte tenu du volume de primes que l'on a auprès des assureurs. Ça nous permet aussi d'obtenir des meilleurs frais de gestion pour les organismes qui nous font confiance, qui nous mandatent sur leur dossier. Plus grand choix de bénéfices offerts selon la taille du groupe. Notamment, je mentionnais tantôt des régimes modulaires pour des organismes de plus de 25 employés. On n'en retrouve pas beaucoup sur le marché des intermédiaires qui sont en mesure de vous accompagner là-dedans. Donc, la possibilité aussi de reproduire le régime détenu. Chacun des groupes, parce qu'on parle de ceux qui n'ont pas d'assurance collective, il y a des organismes qui en détiennent actuellement. Donc, pas de crainte, on est en mesure de regarder le programme actuel. S'il répond aux besoins, on peut le reproduire et aussi voir est-ce que c'est toujours le meilleur assureur. Une équipe d'experts, je l'ai mentionné tantôt, on a des conseillers, des gens de service, des actuaires à votre disposition et les différents produits qui peuvent être à la carte. J'ai parlé de télémédecine, le programme d'aide aux employés. En fait, nous, on a des ententes qui ont été négociées pour ces programmes-là. Donc, ils peuvent être soit offerts par l'assureur qui assure le collectif, mais il est également possible de l'avoir en parallèle, donc non intégré au régime d'assurance collective. Alors, ça faisait le tour de ma présentation. Aussi, tout sous un même toit, je mets ici en fait l'ensemble des services. Donc, oui, il y a l'assurance collective, mais les régimes de retraite, rémunération globale, ressources humaines, services actuariels, santé, sécurité au travail, tout est disponible chez Lucide et Parizeau. Alors, on est en mesure de s'occuper adéquatement des organismes qui nous font confiance. Tu es en train de te voler tes punches, Claudie, je pense. Oui. Bon, je vais y aller. Ah, mon Dieu! Non, je ne l'ai pas dit. Merci, Mario. C'est bon, donc je vais cesser le partage d'écran. Merci, Mario. Merci, Martin. Je crois qu'il y avait une question déjà, Stéphane. Pardon? J'ai vu une question passer, je crois. Il y en a 2, 3 qui sont rentrés. On va les répondre à la fin. Là, mais, j'en ai 2 à date. Fait que ne manquez pas l'occasion de poser vos questions présentement. Là. Ils sont là pour ça. Excellent. À toi, Claudie. Parfait. Donc, j'ai parlé un peu tantôt. Moi, je suis directrice partenariat avec les groupes et associations. Donc, nous sommes nouvellement avec vous et nous en sommes très heureux. Mon côté, le volet à moi que je vais vous parler, c'est vraiment l'assurance. Puis, j'ai pas de présentation parce que je trouvais que j'aimais mieux avoir la discussion. Donc, espérons que vous allez bien suivre ce que je vais expliquer. Donc, il y a plusieurs choses. On a l'assurance. Mes collègues ont parlé vraiment de ce qu'on entend, ce qu'on voit régulièrement, le collectif, l'assurance administrateur et dirigeant, c'est des volets qui sont un peu méconnus, qui sont un peu moins accessibles et appropriés par l'ensemble des dirigeants d'OBNL. De mon côté, je vais vraiment vous parler de l'assurance de dommages, donc l'assurance matérielle là, des biens et également la responsabilité civile. Donc,
Effectivement, vous savez que si vous avez des bâtisses dans lesquelles vous êtes propriétaire, bien, vous devez les assurer, que ce soit pour le créancier qui vous l'oblige ou pour protéger justement votre bien en tant que tel. Donc, c'est certain que c'est non négligeable. Si vous avez un bâtiment qui vaut des milliers de dollars, bien, on ne veut pas qu'un incendie vienne tout ravager et qu'on ne puisse plus par la suite opérer, qu'on ait des conséquences financières là, de ces pertes-là. Mais ça peut également aller, là, les dommages causés par l'eau, par même juste une infraction pour quelqu'un qui essaie d'entrer dans vos locaux. Bon, bien, ça brise des portes et tout ça. Donc, pour pas que vous ayez la charge financière de faire ces paiements-là, c'est le pourquoi que l'assurance existe. C'est sûr qu'il y a toujours une franchise. Donc, la franchise, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bien, ça veut dire que c'est la partie qui est assumable par vous en cas de réclamation. C'est certain que plus l'assureur vous offre une franchise élevée, exemple, j'ai une franchise à 5 000 bien, ce que ça veut dire, c'est que le premier 5 000 c'est vous, l'organisme ou l'entreprise, qui allez l'assumer. Donc, c'est sûr que ça vient diminuer l'implication de l'assureur. Donc, la prime se trouve toujours réduite quand la franchise est plus élevée. Par contre, il faut avoir les reins assez solides pour pouvoir les assumer, ces frais-là, quand il arrive une perte. Également, bon, ben, l'assurance de véhicule ou de tout ce qui est roulant, matériel roulant, ça vient rentrer là-dedans aussi. On vient assurer nos voitures, pour la responsabilité civile, c'est obligatoire au Québec, mais aussi pour ses propres dommages ou les dommages que vous causez. Donc, ça, c'est les assurances. Pardon? Claudie, dans l'écosystème, on a beaucoup d'organismes qui vont gérer des bâtiments publics. Okay. Donc, soit le bâtiment appartient à la municipalité, oui. Centre communautaire, ainsi de suite, ou qui appartient au ministère de la Santé, donc toutes les RPA, oui. Tout le volet économie sociale. Fait que des fois, ce n'est pas le même produit d'assurance, je pense, parce que c'est une responsabilité. Effectivement. Quand vous êtes locataire, par exemple, OK? Donc, si vous êtes dans un bâtiment qui ne vous appartient pas, mais dans lequel vous avez un pouvoir de gestion, si on peut dire, à ce moment-là, ça ne se couvre pas en biens matériels. Okay? Donc, dans le fond, c'est-à-dire que vous allez prendre une assurance pour les équipements qui vous appartiennent, vos ordinateurs, les tables, les chaises et tout ça qui sont en votre possession à vous et qui vous appartiennent. Donc, ça, c'est une chose. Mais pour ce qui est le bâtiment, ça va venir s'assurer en responsabilité civile. Pourquoi? Parce que dans le fond, si vous causez des dommages à un bien qui ne vous appartient pas, c'est la responsabilité civile qui va venir payer. Donc ça, c'est super important parce que si je reprends mon cours 101 de la responsabilité civile générale en entreprise, ça vient vous protéger si vous êtes tenu civilement responsable pour des dommages corporel ou matériel causé par votre produit ou service, dépendant le cas, ou des accidents qui arrivent sur les lieux. Exemple, vous avez une tierce personne, il ne faut pas que ce soit vos employés ou vos bénévoles, parce que ça, c'est couvert d'une autre façon. Une tierce personne qui va venir sur vos lieux et qui se blesse. Moi, je prends tout le temps l'exemple, je prends tout le temps l'exemple de vous avez une personne qui vient et qui glisse sur la pleure de banane dans vos escaliers, bien, vous pouvez être tenu civilement responsable parce que vous n'avez pas entretenu vos lieux adéquatement. Donc, c'est ce que ça vient couvrir. Ça vient vous couvrir contre les frais d'indemnité que vous serez tenu de payer et aussi pour les frais de défense que vous allez devoir employer. Donc, c'est les deux principales catégorie de réclamation, mais ça peut venir aussi payer pour des frais médicaux ou des préjudices à personnel ou à la publicité. Puis en OBNL, il y a un gros risque que les gens ne voient pas, là, c'est la partie événementielle. C'est 86 % de notre écosystème qui fait des événements. Puis là, je ne mets même pas là-dedans les festivals qui sont 98 % des OBNL de base. Là. Mais tous ceux qui font des événements philanthropiques, associatifs, ainsi de suite, au niveau de la responsabilité civile, on demande aux promoteurs privés de l'être assuré, mais je vois beaucoup d'OBNL qui ne le sont pas. Bien, en fait, c'est deux choses complètement différentes. La responsabilité civile de votre entreprise, de votre exploitation, OBNL, ABC, qui fait de peu importe la prestation de service que vous pouvez faire, et une police événementielle, c'est complètement différent. Il faut que vous soyez assuré spécifiquement. Ça va vous prendre une autre police à part ou ils vont ajouter quelque chose sur votre contrat déjà existant pour la portion qui est événementielle. C'est certain qu'habituellement, comme Stéphane dit, on demande toujours aux chargés du festival, si on veut, ou de l'événement qui détiennent une assurance.
mais c'est vraiment important de s'assurer que cette personne-là soit assurée. J'aime beaucoup le lapsus, mais effectivement, donc il faut vraiment valider parce que avec un événement, ça commence une date X et ça finit une date Y. Donc, c'est cette période-là qu'il faut vraiment qu'il soit assuré. Donc, il faut vraiment faire attention. Et dans le doute, questionnez votre courtier d'assurance ou votre agent d'assurance parce que vous devez avoir cette police d'assurance-là pour ne pas être dans le pétrin s'il arrive quoi que ce soit. On sait que, justement, dans un festival qui est dans un lieu public, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir plein de choses. Donc, il faut vraiment faire attention là-dedans. Je veux juste revenir, Stéphane, sur ce que tu disais tantôt pour les locataires. Les locataires, là, retenez un mot, là, ça s'appelle responsabilité locative dans votre contrat d'assurance. Il faut vous assurer que vous avez un montant qui est suffisant pour couvrir vos dommages si vous causez justement quelque chose à la carcasse du bâtiment. Si vous mettez le feu par votre faute au bâtiment de la municipalité, il y a des bien bonnes chances que la municipalité vous lâche un petit appel pour discuter avec vous et il faut que vous ayez un montant suffisant pour la responsabilité locative. Donc ça, là, c'est un mot qui est très, très, très important et que vous devez questionner votre courtier sur la valeur que vous avez dans votre responsabilité locative si vous êtes locataire. Qu'est-ce qui me manque? On a parlé de... Ben écoute, moi, ça fait un peu le tour sur un peu l'exposition que je voulais faire des différentes responsabilités. L'assurance des biens, comme je vous dis, c'est vraiment ce qui est matériel et l'assurance responsabilité, c'est sur les activités que vous faites, dans le fond, et vos produits et services. Donc, c'est vraiment la distinction à faire. C'est pas des sujets qui sont tout le temps super le fun à jaser. Là, on s'entend quand on voit la ligne assurance dans notre état financier, on se dit, bon, encore une dépense, mais ça assure la pérennité de votre entreprise et de ce que vous offrez. Donc, c'est très important. Il est plate à payer, mais il est très important. Et je réponds tout le temps la même chose aux gens qui me disent « offrirez-vous des bons prix? » Des bons prix, tout le monde peut en offrir, mais les services conseils pour s'assurer d'être bien assuré, ça, c'est autre chose et c'est ça qu'on veut faire avec des partenariats comme on fait. On veut vous conseiller, on veut que vous payiez pour les bonnes protections parce que ça ne veut pas dire que parce que vous payez pour la protection X, Y, Z, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Donc, ça prend quelqu'un qui va analyser votre portefeuille, qui va prendre le temps de vérifier que ce que vous avez, ça correspond vraiment à votre besoin. Merci, Claudie. On aurait fait le tour avant la période de questions. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres gens, Mario, José ou Martin ou Geneviève, qui voulaient rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions sur ce que Claudie a dit? Non, ce serait bien. Pour moi. C'est bon. Parfait. Moi, je vais rajouter quelque chose parce que je vais fermer un peu sur ce que Claudie a dit parce que la ligne assurance, c'est peut-être la dépense qu'on connaît la moins bien. On l'accepte souvent sans la questionner. Puis ça, je trouve ça malheureux. Puis avec ce que vous avez dit, autant Mario puis Claudie, sur l'idée d'avoir une équipe pour nous soutenir puis de prendre le temps de la vérifier. Puis ça fait partie aussi des évaluations de gestion de risque qu'on doit faire. Je pense que c'est deux éléments-là que je retiens comme étant prioritaires. J'ai différentes questions. On va commencer avec celle sur l'assurance responsabilité civile puis l'assurance responsabilité professionnelle, vu que Claudie, tu es déjà partie. Y a-t-il un montant minimum de couverture en tant qu'OBNL pour l'assurance responsabilité civile? Bien, écoute, moi, je dirais que je ne conseille pas en bas de 2 millions. Okay? Il y a encore, même les 1 million, là, on en vend presque plus. C'est presque tout 2 millions. C'est sûr que ça dépend aussi des activités, ça dépend de l'ampleur. Tu sais, mais maintenant, je vous dirais, en 2021, tout le monde poursuit tout le monde, on s'entend, là. Donc, tu sais, le 2 millions, c'est un minimum. Et même, de plus en plus, on voit là, du 3 et 5. Du 3 et 5. Puis, je sais que dans le milieu événementiel, il y a de plus en plus de locataires de locaux. Quand tu veux louer la salle, ils te demandent une preuve de 5 millions de plus en plus. Absolument. Ça, absolument. Et tu peux-tu parler un petit peu plus de l'assurance responsabilité professionnelle? Ça, c'est le volet à José et Geneviève. Donc, c'est pas moi la spécialiste. Je laisse aller. Je ne veux pas me mélanger. En fait, j'ai vu la question, effectivement. Et la responsabilité professionnelle,
versus la responsabilité civile. Comme Claudie expliquait, la responsabilité civile, ça va venir vous protéger contre des réclamations qui proviennent de tiers lorsque vous causez un dommage corporel ou un dommage matériel. En responsabilité professionnelle, ce que c'est si jamais que vous feriez une erreur ou une omission ou vous donneriez un mauvais conseil lorsque vous offrez un service à un tiers et que votre client aurait subi un préjudice financier. Alors, disons, par exemple, vous êtes un organisme à but non lucratif qui aide d'autres organismes à faire des plans d'affaires, par exemple, ou leur donner des conseils en management ou en financement, comment obtenir du financement et toutes ces choses-là, et que vous leur donnez carrément sans nécessairement de mauvaise foi, mais c'est un junior, c'est pas trop qu'est-ce qu'il dit, il n'a pas encore d'expérience, et là, ben, oups, il donne un mauvais conseil, et le client se fie sur ce conseil-là, et à cause de ce mauvais conseil-là, à la fin de la journée, le client subit une perte financière de 100 000 par exemple. Il lui propose de s'installer à une certaine location, tu vas avoir un trafic de temps, tu vas faire tant d'argent par mois, et finalement, c'est un flop. Puis, ils ont investi un montant d'argent dans ce projet-là. Ils pourraient revenir contre vous pour allégation d'un mauvais service professionnel. Alors, c'est vraiment fait pour ce genre d'exposé-là. Merci, Josée. On va clairer les 3-4 questions pour Mario parce qu'il y en a comme... je vais te les amener en bloc, les 3, puis tu vas pouvoir y répondre parce qu'il y en a qui se combinent. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum pour être assuré en collectif ou en individuel? Donc, tout ce qui s'appelle travail à temps partiel, travail à la pige. Est-ce qu'il y a un nombre minimal d'employés pour instaurer un régime collectif? Puis, combien d'employés minimum peuvent faire partie? Ça revient, comme je te dis. Combien d'heures doit faire l'employé? Puis, c'est quoi le coût moyen? Puis là, j'ai répondu à une autre question directement là, pour ce qui est des coûts. Là. On va la mettre de côté, celle-là, mais si tu peux revenir sur les trois sections, là, nombre d'heures, oui. Le nombre minimal d'employés, puis pour être admissible, puis le coût moyen, on reviendra. Donc, en fait, pour le nombre minimal d'heures, en gros, bien entendu, ça prend des employés permanents. Tu mentionnais tantôt des pigistes ou quoi que ce soit. Là, donc, il faut vraiment que ce soit des employés permanents de l'organisme. Permanent, tu parles au niveau, Mario, juste parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre le nombre d'heures et le statut. Donc, tu parles d'employés qui sont payés sur un certain nombre de semaines par année, mais ils peuvent faire 30 heures, mais ils peuvent faire 20 heures. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, on va définir un nombre minimal d'heures dans le contrat. Puis généralement, c'est 20 heures. Donc, la majorité des contrats sont tous établis. C'est une personne, un employé permanent qui travaille 20 heures semaine et pas juste 6 mois par année. Là. Donc, la personne, c'est vraiment, elle est là annuellement à temps plein. Exemple, un organisme culturel qui opère une salle de spectacle, ses placiers étudiants ne feraient pas partie du programme d'assurance collective. Mais, non. Son technicien de salle qui est là 30 heures semaine, sur 52 semaines, lui pourrait. Exactement, c'est en plein ça. Donc, les employés qui sont de passage ne sont pas couverts dans le régime collectif parce qu'il faut éviter qu'un employé de passage vienne impacter l'expérience de notre régime et qu'il quitte 3 mois plus tard. Alors, c'est vraiment ce volet-là. Donc, pour nous, c'est un minimum de 20 heures des employés qui sont permanents. Donc, en gros, c'est ça. On peut ajuster certains contrats selon leur propre réalité. Donc, on pourrait avoir des gens qui disent, moi, les 20 heures, pas sûr, j'ai le goût de découvrir, je voudrais plus 25 heures et plus, on va adapter le contrat en conséquence. Là. Puis la deuxième question qui venait avec, c'est le nombre minimum d'employés. Oui, donc collectif, ça commence en fait à 2. Est-ce que c'est... donc, puis il y a pas beaucoup d'assureurs, 3 employés et plus, ça y va. Bien entendu, à 3 employés, on va se retrouver avec des frais de gestion quand même assez élevés. Et la solution n'est pas nécessairement du côté assurance collective. Donc, ça se pourrait que ce soit plus un produit individuel, comme Martin mentionnait tantôt là-dessus. Donc, ça peut dépendre. Il est certain que de notre côté, on a une entente avec un regroupement Loisirs Québec, qui offre un programme pour les... c'est ça, exactement. Donc, pour nous, bien, si l'organisme est admissible à ce regroupement-là, bien, probablement la meilleure solution pour eux, c'est d'être dirigé de ce côté-là. Puis ceux qui ne sont pas admissibles, bien, à ce moment-là, on a le marché au complet là, qui s'ouvre. Puis comme je mentionne, par contre, les plus petits organismes, peut-être la solution individuelle est supérieure là,
En résumé, c'est de nous envoyer une demande puis qu'on vous le refile puis que vous allez répondre à la question du cas spécifique. Exactement. C'est un petit peu ce que j'ai répondu, puis on va revenir aussi sur toutes les questions qui sont reliées aux coûts. Je le sais, puis les coûts, ben, il y a tellement de paramètres à évaluer, puis après ça, il y a des propositions à faire, puis votre rôle comme courtier, c'est de magasiner. C'est impossible de donner des réponses comme ça dans un webinaire d'1 heure. Je pense qu'il faut être conscient de la complexité. Là. On n'achète pas un journal dans un kiosque ou une livre de pommes à l'épicerie. Sauf que ce que je peux dire, c'est que vous nous avez vus, on est tellement sympathiques que ça vaut la peine. On va vous répondre au téléphone, puis on va tout vous expliquer ça, puis on va pouvoir l'analyser avec vous. Là. Je pense, au-delà d'être sympathique, Claudie, il faut dire les vraies choses. Votre service, puis ça vient aussi à deux questions qui ont été mises. Donc, combien coûtent les services de négociation? Puis, est-ce que vous avez une suggestion de compagnie d'assurance? Au bout de la ligne, ben oui et oui, mais les coûts sont intégrés dans la police parce que c'est les assureurs qui vous paient. Il faut être conscient. Mais votre offre de service, elle n'est pas juste de négociation. Il y a du service conseil chez vous. Là. C'est peut-être là que vous vous démarquez. Puis, en tout cas, nous, c'est pourquoi on était très heureux de développer un partenariat avec vous, parce qu'on sait que la majorité des OBNL sont, premièrement, frileux. Deuxièmement, on s'entend, là, on va le dire vraiment, les vendeurs d'assurance ne sont pas ceux qui ont les meilleures réputations sur la planète non plus. Fait que quand on arrive dans quelque chose d'aussi critique, d'aussi important, on veut s'assurer que la discussion soit au niveau des besoins et non pas de se faire pousser un produit. Fait que le modèle d'affaires du courtier vient combler ça. Ça, je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent le comprennent aussi. Oui. Et c'est pas quelque chose qu'il faut tout le temps reléguer au plus tard. Je pense que des fois, il faut l'attaquer, puis en sachant qu'on peut l'attaquer avec des gens compétents qui vont prendre le temps d'analyser le dossier puis de nous revenir avec différentes suggestions. Ça peut faire la différence sur, premièrement, que ça nous coûte moins cher, deuxièmement, qu'on soit mieux protégé. Stéphane, j'aimerais juste ajouter que les produits, il y a certains produits qui sont très, très complexes. La responsabilité des administrateurs, c'en est un qui est vraiment complexe. Mais il y a le cyberrisque, il y a la responsabilité professionnelle. Ça, c'est des produits ils sont tous différents, premièrement, d'un assureur à l'autre. J'ai vu la question qui demandait quelle compagnie d'assurance. En fait, on a accès à toutes les compagnies d'assurance. C'est vraiment le rôle du courtier de magasiner et de choisir le meilleur produit qualité-prix. Ce n'est pas une question nécessairement juste de prix. On n'achète pas nécessairement parce qu'une police est moins chère. Il faut vraiment regarder les contrats d'assurance parce qu'ils ne sont pas tous sur le même squelette. Ils sont tous différents, puis vous vous assurez que vous avez la bonne protection. Imaginez que vous achetez un produit d'assurance, oui, il n'est pas cher, mais il ne couvre pas l'organisme à but non lucratif. Fait que si organisme à but non lucratif ABC se fait poursuivre, parce que c'est une personne morale qui peut se faire poursuivre en cours, puis il n'y a pas de protection dans la police d'assurance, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de protection d'assurance. C'est juste un courtier qui va pouvoir vous faire ces nuances-là. Si vous avez des employés, vous voulez vous assurer que vous avez la responsabilité des pratiques d'emploi. Si vous avez des bénéfices marginaux, tout gérer ces bénéfices marginaux-là, si jamais vous avez des régimes de pension, il existe la responsabilité fiduciaire. Si vous avez beaucoup de données confidentielles, il y a le cyberrisque. Fait qu'il y a plein de nuances qui viennent compliquer encore plus le processus, mais on est là pour ça, de tout décortiquer ça pour ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que chez Lucier, on a des spécialistes, parce qu'effectivement, c'est des produits complexes. Puis un courtier, on ne peut pas s'attendre qu'un courtier connaisse tous ces produits-là par cœur nécessairement. Alors, c'est très complexe, mais on est là pour ça. Je rajouterais que notre objectif, M. Parent, ce n'est pas de devenir un courtier d'assurance, mais plutôt un partenaire pour l'entreprise. Comme le partenaire a besoin d'un comptable, un avocat, un fiscaliste, mais nous, on est là, notre organisme, pour faire l'aspect assurance, puis bien entendu, qualité-coût. Ça va de soi. L'autre chose aussi qu'on ne peut pas mettre de côté dans notre écosystème, c'est le programme que l'UMQ a développé pour les organismes qui sont reconnus dans les programmes municipaux. Puis Josée, une grosse question que je me suis toujours posée, puis tu viens de me l'illustrer, c'est pas mal un programme de copier-coller, mais là, tu me dis qu'en responsabilité administrateur, c'est beaucoup du cas par cas. Comment est-ce qu'on devrait se positionner? Parce qu'on reçoit la question, j'en ai transféré à Claudie des gens qui ont posé la question par rapport au programme de l'UMQ. Je ne le connais pas, donc je soulève la question. Juste voir comment on positionne notre monde quand ils vont arriver au stade de chercher de la responsabilité, l'assurance responsabilité administrateur.
Bien, souvent, s'ils sont dans des programmes, nous, on est très capable de regarder les libellés et les polices d'assurance qu'ils ont présentement. Fait que nous, ça ne nous dérange pas. Okay. Tu nous envoies une copie de ta police, on y jette un coup d'œil rapidement. J'aimerais quand même mentionner qu'il y a quand même de très bons programmes qui existent avec des très bons produits d'assurance. Puis probablement que dans ces cas-là, je vais dire, regarde, tu as quelque chose de bien, tant mieux, reste où t'es. Mais ça se peut, par contre, qu'il y ait des programmes qui ne sont peut-être pas tout à fait aussi robustes. Alors, à ce moment-là, ben là, je vais dire, peut-être qu'il manque ci, peut-être qu'il manque ça. Fait que, effectivement, il y a des programmes, tu vas payer 50$, là, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas avoir toutes les protections nécessaires. Oui, tu as des programmes dans certains cas, tu parlais du RLSQ tantôt, Mario, mais qui, par extension, les membres des membres, entre autres dans l'industrie du festival, sont assurés par le programme. Le responsable administrateur est assuré par le membership. Donc, peut-être que ça vaut la peine de vérifier les modalités, si ça convient. C'est-tu un one size fit all ou dans certains cas, il y a des exceptions personnellement comme organisation? Tout à fait, effectivement. Il y a même des fois des organismes qui ont besoin effectivement des pratiques d'emploi. Ils ont besoin des volets spéciaux. Que la protection est peut-être là ou peut-être pas là. Mais notre mandat, nous, en tant que courtier, c'est qu'on peut faire cet exercice-là de comparaison, si vous voulez, ou de vérification pour voir est-ce que c'est un produit robuste ou moins robuste ou est-ce qu'il manque des choses. Est-ce que ça couvre? Mais j'ai même vu des contrats pour des organismes à but non lucratif qui ne couvraient pas les bénévoles. Presque tous les organismes à but non lucratif ont des bénévoles, puis on veut les protéger. En partant, les administrateurs sont bénévoles, de base. Oui, c'est de base, effectivement. Eux ont déjà leur propre définition dans le libellé, mais si tu es bénévole, mais que tu n'es pas sur le conseil d'administration, tu veux quand même couvrir ces gens-là comme tu couvrirais un employé. Alors, fait que j'ai vu des contrats qui n'incluaient pas ça. Alors, c'est très nuancé, tous les produits d'assurance. Vient l'importance d'un courtier qui s'y connaît. Si je peux rajouter également, c'est les produits, c'est facile à adhérer à un programme, mais l'important, c'est de savoir si tout est couvert dans la compagnie. Alors oui, on peut avoir une assurance avec le programme, mais comme que José l'a dit, si les bénévoles, et on a des bénévoles, ça ne correspond pas, il faudrait trouver le bon produit pour l'organisme. Ce que je comprends, parce que, tu sais, je suis le premier, quand je reçois ma police d'assurance, j'essaye de la lire, puis après 10 minutes, j'ai décroché. Là. Si je peux aller chercher de l'aide de quelqu'un qui va prendre le temps de la lire, me l'expliquer, me la remâcher, puis me la redonner, parce que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, je suis sûr, vous riez parce que vous savez que les clients sont comme ça aussi, là, puis c'est complexe, là, l'assurance. C'est aussi bien d'aller chercher des gens qui vont pouvoir nous aider à l'analyser, puis de comparer des poires avec des poires, des oranges avec des oranges, puis d'arriver avec une proposition globale. Une dernière question, est-ce que les coûts sont moindres si un organisme propose des assurances individuelles, mais sans participation de l'employeur, par rapport à un employé qui va magasiner lui-même son assurance individuelle? Dans l'assurance individuelle, il n'y a pas de spécial. Au fond, dans les 15 assureurs, sauf que la différence, c'est, par exemple, une assurance invalidité, il y a 8 assureurs. Fait que des fois, si un courtier, des fois, il va peut-être avoir accès à 2 assureurs, alors que, par exemple, notre cabinet, nous, on a accès à tous les assureurs. Donc là, c'est certain que notre proposition va être la, je ne dirais pas la moins chère, la meilleure qualité-prix. Fait qu'on peut dire, tu as cet assureur-là qui te propose un prix X qui est inférieur, mais ton niveau de protection est moindre. Fait que définitivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il y a pas c'est dur de donner des prix. Par contre, la différence majeure, c'est que si, mettons, un petit OSBL, ils sont 2, bien, on peut dire, regarde, on va prendre le directeur général, puis on va au moins, lui donner une assurance invalidité. Parce qu'il n'y a rien de plus désastreux pour un OSBL que le DG se blesse puis qui n'est plus là pour continuer les opérations. Et en plus, deuxièmement, sa famille qui va aussi peut-être subir des contre-coups de cette invalidité-là. Ouais, c'est vraiment à la pièce. C'est vraiment à la pièce. Il faut savoir les individus. Puis encore là, ce qu'on a dit tantôt, c'est une question de conseil. S'assurer qu'est-ce que la personne détient déjà, qu'est-ce qu'elle veut protéger. Merci Martin, merci Mario, merci José, merci Geneviève et merci Claudie. Écoutez, si vous reste des questions, mesdames, messieurs, nous les envoyons, on va les acheminer à Claudie qui va pouvoir les distribuer dans son équipe. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai hâte de vous retrouver à la prochaine émission. Au revoir. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher,
inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.